Sur ce début d'après-midi, sur les 50 minutes dont nous disposons, on va essayer de s'intéresser à une notion dont finalement on parle beaucoup. On l'emploie souvent dans le débat public, dans tous les processus. Vous évoquez dans un autre débat tout ce qui est autour de la démocratie participative. On met en valeur, on fait l'éloge de ce vivre ensemble. Mais est-ce que finalement les constats qu'on peut faire, les situations de fragmentation, de séparation, de repli peut-être sur soi, ne mettent-ils pas à mal cette notion de vivre ensemble? Et puis de manière un petit peu provocante, finalement, sommes-nous réellement obligés de vivre ensemble? Voilà, c'est peut-être deux idées que je vous propose sur lesquelles je vous propose d'échanger avec Éric Dupond-Moretti. Monsieur, vous êtes avocat pénaliste, pardon. Avec Jean-Paul Delevoye, vous êtes... C'est bien ça, non? Je ne me suis pas trompé. Ah, j'ai eu peur. Et avec Jean-Paul Delevoye, donc je rappelle que vous avez été ministre, monsieur, vous avez été médiateur de la République et président du CESE. Et vous avez beaucoup travaillé sur d'autres alternatives aussi, finalement, à la capacité du citoyen à s'investir de la chose publique. Peut-être que ma première question, je voudrais commencer par vous, monsieur Moretti, vous dire, ce vivre ensemble, finalement, la loi... elle l'organise d'une certaine manière. Et elle va d'ailleurs sanctionner ceux qui ne sont pas dans une sorte de consensus, de respect de ce vivre ensemble. Bon. Il marche ce micro? Il marche. Oui, la loi, effectivement, prohibe et sanctionne la discrimination. Discrimination qui tiendrait au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'orientation religieuse, à des critères ethniques. Tout ça, effectivement, figure dans le code pénal qui punit ceux qui discrimineraient à raison de ce que nous venons d'évoquer. Alors, on connaît votre travail qui consiste à défendre un certain nombre de causes, de personnes qui sont dans des situations parfois très particulières. Je pense à quelques procès que vous avez pu défendre. Et peut-être ça fera-t-il le lien avec une forme de vision, parfois peut-être un peu angélique, de ce vivre ensemble, qui finalement condamne celui qui sort du système. Et vous êtes quelqu'un qui vous opposez beaucoup à cette espèce de notion de victimisation, c'est-à-dire de sentiment que finalement celui qui ne participerait pas de ce vivre ensemble dans les conditions dont on peut les imaginer serait systématiquement une victime, au détriment, dites-vous parfois, de gens dont on peut penser qu'ils ont commis des actes répréhensibles, mais qui ont droit au respect et à leur dignité. Ouais, elle est immensément large, votre question. Je peux vous aider. Vous pouvez m'aider à la réduire, peut-être, pardon. Oui. Bon, d'abord, exclusion d'un système, mais pas exclusion d'une société, parce que celui qui est condamné, à de la prison en particulier, il est exclu à un moment de la vie ensemble, du vivre ensemble, mais il vit aussi avec d'autres, dans ce qui est aussi notre société. C'est toute la question, d'ailleurs, de la façon dont on envisage la prison dans notre pays. Et disons-le tout net, il existe des textes qui régissent la détention des chiens. 5 mètres carrés sont des textes applicables dans toutes les DSV, directions départementales vétérinaires, et qui n'existent pas en prison. Donc, mise à l'écart, oui, mais mise à l'écart en même temps dans un système... on pourrait en parler longuement. Bon. Ce que l'on constate, évidemment, dans ces histoires que vous évoquez, purement judiciaires, c'est que nous vivons l'ère victimaire. C'est-à-dire que les politiques ont parfaitement compris qu'il suffisait de dire qu'on ne rend jamais justice aux victimes pour obtenir l'adhésion populaire. Je devrais dire l'adhésion populiste. Et d'ailleurs, il est un président de la République qui s'est échiné à recevoir pratiquement toutes les victimes que des crimes ont révélées durant son quinquennat, pour les assurer du soutien du politique, du chef de l'État en particulier.
Et on en vient aujourd'hui à déséquilibrer le procès pénal, en ce sens que le procès pénal devient d'abord et avant tout le procès des victimes. Et ça a pour corollaire et pour conséquence le maintien artificiel de victimes dans un statut victimaire, ce qui leur interdit la résilience. Parce que plus vous dites à des gens qu'ils sont victimes, et plus il est confortable de rester dans ce statut. Or, c'est très inconfortable de sortir de ce statut victimaire. La résilience, c'est un effort. Et sous prétexte de faire du bien à ces gens, on leur fait beaucoup de mal. Et tout le procès pénal aujourd'hui est orienté autour, par et pour la victime. Ça donne parfois des catastrophes. Or, le procès pénal, ça reste le procès de l'accusé. Et tout ça implique des tas de dérives. Il faudrait des heures pour évoquer tout cela, mais par exemple, être intéressé par les droits de l'homme, c'est devenu une injure dans notre société actuelle. On appelle ça le droit de l'hommisme. Et parfois même, d'ailleurs, il est localisé au Café de Flore. C'est le droit de l'hommisme du Café de Flore. Et moi, je trouve que c'est une fierté d'être un droit de l'hommiste et que c'est un devoir de sortir les droits de l'homme du Café de Flore parce que c'est une vertu qui honore notre pays. Mais est-ce que ça ne se fait pas au nom, finalement, de cette définition, de ce regard sur un certain vivre ensemble dont certains se seraient exclus? Non, mais le vivre ensemble, vous savez, c'est un sujet qui est immense. Le vivre ensemble, enfin, quand j'entends qu'un candidat à la primaire résume la République à une histoire de portions de frites, en vous expliquant que l'enfant musulman, pour ne pas le citer, ou juif, qui ne peut pas, parce que sa religion lui interdit manger du jambon, va prendre 2 fois des frites, et quand celui-là même vous explique que c'est ça la République, c'est ça, sa République. Parce que si je travaille en France, que je suis musulman ou que je suis juif, que je suis parfaitement intégré dans notre pays, qui est alors mon pays, et qu'on me dit que mon gosse, il va prendre 2 fois des frites plutôt que de manger une tranche de jambon d'Inde, je me dis qu'on marche sur la tête. Et on a excité tout cela. Les corporatismes, la peur de l'autre, la crainte de l'autre. Et il y en a une qui attend son heure, tranquillement. Parce que ça s'engrange et ça tombe tous les jours dans son escarcelle. Et ça n'est pas la notion que j'ai du vivre ensemble. C'est tout sauf ça. Jean-Paul Delevoye, par rapport à cette notion-là, où en fait finalement on est, vous le disiez tout à l'heure, sur la dictature des émotions, dictature des sentiments, d'une forme de relation très très diffuse, où on juge sur ce que où on apprécie sur ce que l'on ressent et non pas sur ce qui nous responsabilise finalement. Il faut être attentif à... Est-ce que vous m'entendez? Alors je vais vous passer mon micro. Merci, voilà. Merci. Non, oui, on a toujours besoin d'un avocat pour se faire entendre. Oui, je crois qu'Éric Dupond-Moretti a mis l'accent sur un sujet extrêmement important qu'il a aussi. Moi, j'essaie à chaque fois d'éviter de regarder l'actualité pour regarder un peu l'évolution depuis un certain nombre d'années. Et le vrai sujet sur lequel nous devrions être attentifs, c'est la relation que nous avons avec l'autre, ce que j'appelle l'altérité. Pourquoi? Parce que comme nous sommes dans un pays d'ingénieurs, on veut tout mettre les gens dans des cases, on a des normes. Et celui qui n'est pas dans la norme, il est différent. Et l'handicapé, le chômeur, le grand, le pauvre, le noir, le musulman. Et pour soulager nos consciences judéo-chrétiennes, on a mis en place des politiques sociales pour compenser l'handicap. Ce sujet-là fait que très naturellement, lié au fait que quand nous avons démarré, je ne sais pas quel est votre âge, vous êtes peut-être 10 ans plus jeune que moi, mais nous à l'époque, on vivait avec l'autre. Il y avait les jeunesses communistes, il y avait les jeunesses chrétiennes, et quand on allait en vacances à la campagne, on avait des vacances avec l'autre. Et donc, le fils de médecin connaissait la réalité du fils de l'ouvrier, qui connaissait le... Aujourd'hui, on cohabite avec l'autre. Quand on connaît l'autre, on n'est plus en résonance avec l'autre. Quand on cohabite avec l'autre, on fantasme sur l'autre. Et aujourd'hui, un des échecs les plus importants de la République, c'est la mixité sociale. Je disais souvent à Anne Hidalgo, à Paris, c'est plus la mixité sociale. Il y a le quartier turc, le quartier chinois, le quartier indien, dans lequel on a une cohabitation d'identités différentes qui peuvent aller que dans la conflictualité, puisque
quand on me pousse dans ma différence, je ne peux exister qu'en exacerbant ma différence. Et paradoxalement, au nom de l'égalité, on a créé un racisme. Pour être noir, il faut que je sois plus noir. Pour être homosexuel, il faut que je sois plus homosexuel. Et donc, nous avons une part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on a raté, là? Parce que vous évoquez... Parce que très naturellement, on est allé dans le confort de la norme, pour les gens qui étaient dans la norme, en demandant, au nom du droit, au nom d'un certain nombre de principes, de dire « Monsieur l'avocat, vous faites ce que vous voulez, mais ce monsieur est dangereux, donc ce qui m'intéresse, c'est pas que vous ayez, au nom de la paix sociale, le souci de le réinsérer et de le punir pour que l'éducation de la faute lui évite de retourner. Vous faites ce que vous voulez, ce type est dangereux, à mes yeux, il est dangereux à vie, et vous l'enfermez. Et je ne veux pas voir le fou, je ne veux pas voir le meurtrier, je ne veux pas voir, etc. C'est-à-dire qu'on a tourné le dos à la philosophie, mais c'est le débat depuis l'humanité. Est-ce que l'homme est bon pour l'homme ou est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Aujourd'hui, au nom d'un confort extrêmement égoïste et au nom d'un recul d'une société à laquelle nous adhérions, il y a encore 20 ans, c'était la réussite collective, le parcours républicain, l'égalité des chances. Bon, eh bien, pour protéger mon confort, à partir du moment où je suis en crise, que j'ai peur du déclassement de ma classe moyenne, je vais évoquer ça avec M. Dupond-Moretti, aujourd'hui il y a des avocats qui sont inférieurs au SMIC, il y a des pharmaciens qui sont en difficulté, il y a des notaires qui sont en fragilité. Donc tout ce qui faisait l'aspiration sociale à l'échelle sociale par la classe moyenne est aujourd'hui en train de créer un stress par rapport au déclassement. Quand j'ai peur, mes identités deviennent exclusives et tournées vers le passé. Quand je suis en croissance, mes identités sont inclusives et tournées vers l'avenir. Et donc aujourd'hui, on est en train d'avoir un rejet de l'autre qui donne une sensation extrêmement dangereuse de protection de moi. Et c'est un sujet dramatique et suicidaire pour notre vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le 21e siècle, c'est le siècle de la mobilité. Nous sommes passés en moins de 100 ans de 2,5 à 3% de la population mondiale qui bouge, mais de 10% à 30% du commerce mondial. Donc malgré l'érection de murs qui n'a jamais été aussi grande depuis la chute du mur de Berlin, la circulation des hommes est en marche. Et nous aurons tous des enfants qui demain connaîtront un job au Brésil, épouseront une Africaine, auront des enfants, etc. Ça veut dire que les identités se construisent. Moi, quand j'entends un responsable politique dire nos ancêtres les Gaulois, il part d'un principe... il part d'un principe que l'identité est figée. C'est le début du racisme. C'est le début du rejet de l'autre. Notre identité, c'est une construction permanente. Et je suis persuadé qu'avec tout ce que vous avez vécu, quand vous avez 60 ans, vous n'avez pas la même identité. Moi, je me souviens de Pisani, pas le politique, mais le sociologue, disait, quand il était allé, il avait passé 10 ans au Mexique, etc., il disait, quand on me posait la question, mais quelle est votre identité? Il disait, je suis français, etc. Et donc, j'attire votre attention à ce que, quand on condamne un juge qui libère sous condition, je ne sais plus comment ça s'appelle, sous liberté surveillée, sous conditionnelle, un détenu, parce qu'il pense qu'il a la faculté de pouvoir se réinsérer. Si jamais il y a un pépin, on condamne le juge. Quand on voit un avocat comme Éric Dupond-Moretti défendre quelqu'un qui, à nos yeux, est indéfendable, et on peut le comprendre, quelqu'un qui a commis le pire des crimes, mais la noblesse d'une société, c'est de défendre celui dont personne ne veut défendre. Ça a été la force de Nuremberg, ça a été la force du théâtre de la collaboration. Nous ne nous rendons pas compte qu'en perdant les principes qui guident un vivre ensemble, au détriment d'un confort, au profit d'un confort personnel, nous sommes en train de détricoter notre vie collective. Et je termine simplement sur 2 choses. Antigone déjà disait « Les lois non écrites sont supérieures aux lois écrites ». Et donc la morale publique ne peut pas se faire au détriment d'un recul de la morale personnelle. Mais on a le sentiment... Et l'éducation des devoirs, on a souvent compensé la disparition des devoirs par l'érection de droits. Or, un droit ne vaut que si chacun le défend, mais un droit n'a de valeur que si, en contrepartie, il y a une obligation. Si on donne un droit aux enfants, ça doit être en même temps équilibré par l'obligation des adultes de se battre pour les enfants. Est-ce que donc c'est une société... Alors peut-être vous voulez réagir à ce que dit Monsieur Delevoye, mais je voulais dire, est-ce que c'est finalement une société qui s'est fondée sur une sorte de consumérisme, de séduction de l'image, qui fait qu'on flatte l'individu
et que finalement on le déresponsabilise complètement. Et ma deuxième question sera, puis après on essaiera d'ouvrir peut-être le débat avec le public, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est vrai que le sentiment peut être de se dire la nature et la qualité des constats sont assez extraordinaires, et on a le sentiment d'être assez impuissant sur comment chacun ou comment collectivement on peut aller vers des formes de réponse. Peut-être M. Moretti d'abord, et puis après... D'abord, moi je suis extrêmement frappé. On a des débats là, à l'occasion des primaires à droite. Bon, à gauche, on ne sait pas encore ce qui va se dire, mais personne n'évoque ces questions, par exemple. C'est très surprenant. On a des chefs d'entreprise qui proposent une façon économique de remettre la France en marche. Donc on va réduire les fonctionnaires, le déficit, etc. Bon, d'accord, mais sur ces sujets, par exemple, qu'est-ce qu'on raconte? Et on a détricoté le vivre ensemble. La gauche comme la droite, d'ailleurs. À droite, on a fait un ministère de l'identité nationale. Ça a donné, dans les préfectures, une espèce de tombereau d'insanité, de dégueulasserie, de lettres anonymes contre les minorités, évidemment, les juifs, les musulmans. Bon, c'est tellement dégueulasse qu'on a abandonné ça. Bien, très bien. Mais à gauche, on est revenu sur l'identité nationale, la binationalité. Mais excusez-moi, moi je ne suis pas gaulois par ma mère, mais pas du tout gaulois par ma mère. Mais j'aime ce pays, c'est le mien. Est-ce qu'il y a une différence entre l'Auvergnat, pour reprendre un mot de Brice Hortefeux, et le Marocain d'origine, qui est aujourd'hui français, qui travaille ici, qui élève ses enfants? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et le concept de binationalité, avec la possibilité de perdre la nationalité française, c'est faire, qu'on le veuille ou non, deux catégories de Français. Les ceux de souche, si j'ose dire, et les ceux qui sont des pièces rapportées. C'est insupportable comme idée. Alors d'autant que, en termes d'efficacité, vous voyez le type qui va mettre sa bombe, il se dit « je ne vais pas le faire parce que je vais perdre la nationalité française ». Ah mais voilà ce que ça donne. Et tout ça, c'est un détricotage. Il y a autre chose que je voudrais dire. On paye, là, dans ces histoires de cité, on paye un abandon qui est un abandon de plusieurs générations. D'abord, on paye. Alors nous, on n'a pas à payer ça, mais on paye la colonisation, qu'on le veuille ou non. C'est notre histoire. On a fait venir des gens ici. Alors, les harkis ont été maltraités, tout le monde le sait, mais les autres n'ont pas été mieux traités. Ces gens-là ont fait le travail que les Français de souche ne voulaient pas faire. Ils étaient exploités, ils étaient sous-payés. Ces gamins-là ont vu l'exploitation de leurs parents. On a dit qu'ils étaient intégrés, c'est faux. Les mamans, pour la plupart d'entre elles, ne parlaient même pas le français. Les gamins, ils ont une forme de révolte aujourd'hui. Bien sûr que c'est insupportable de voir des gamins qui sifflent la Marseillaise. Mais on peut aller au-delà de la réprobation, essayer de savoir ce qui se passe. Et pire encore, il y a tous ces gamins qui sont français, qui ont été élevés dans la République, et qui choisissent le djihad, et qui choisissent, funeste perspective, de se faire sauter à 20 ans pour aller au paradis des fous furieux. Tout ça, ça pose question. Est-ce que vous entendez des politiques nous parler de tout cela? Non, personne n'en parle. Il faut qu'on se réunisse ici, à Lyon, pour papoter de tout ça, alors que ça intéresse tout le monde. Moi, je suis très frappé par ça. Il y a une espèce je sais pas, on s'est démobilisé. Je vais vous dire une chose à propos des cités, à laquelle je crois, mais dur comme fer, parce que ces gamins-là, je les vois, parce que je les défends, parce que je les connais, parce que parfois on les voit. J'ai vu, je vous raconte cette anecdote, puis je repasse le micro tout de suite à Jean-Paul. Condamnation dans une histoire de quartier, de shit, de stup, là, de hashish. 70 ans de prison prononcée, 10 ans, 5 ans, 12 ans, c'est tout un quartier. À la suspension d'audience, les gamins, ils vont à la machine à café, ils allument un pétard. Vous dites qu'il y a une inadéquation entre le langage judiciaire, la machine qui tourne à vide et qui tourne pour elle-même, et le message
pédagogiques qu'elle devrait prononcer et qui devraient être reçues. Ça tient aussi à l'acculturation. 2 mots là-dessus. La langue, elle est faite pour pacifier les choses. Je vous marche sur les pieds, je dis « Pardon, madame ». Mais si la langue et le volume lexical, il est ainsi fait qu'il ne transporte rien ou presque rien, genre « nique ta mère », eh bien on n'est pas dans la pacification, et plutôt que d'annoncer le dialogue, ça annonce la violence. Et là, il y a un vrai truc à faire, parce qu'il y a une désertion culturelle dans ces quartiers. Moi, je veux bien qu'on mette des flics et des karchers. Et d'ailleurs, il y en avait des flics de proximité, on les a virés. Au profit de quelque chose de... On a vu ce que ça a donné. Hein. Moi, je me souviens, ma petite dame, hein, vous allez voir, vous en débarrasser au karcher. Oui, on n'a débarrassé rien du tout, mais bon, la langue commune, puisqu'on parle du vivre ensemble, elle est essentielle, non? Or, je serais curieux de voir quel est le volume lexical dont dispose un gamin de 18 ans issu de la cité et le volume lexical dont dispose un gamin de Neuilly ou de... Voilà, ça j'aimerais que... Parce que ça, c'est important. Et il y a une vraie désertion là-dessus. Jean-Paul, si vous voulez bien. Oui, merci Eric, parce que, en réalité, alors je rebondis sur la dernière phrase. Sur le fait que les politiques publiques ne doivent pas être orientées uniquement sur le confort du système, mais de se poser en permanence à l'adaptation du système à la réalité nouvelle de la société. Et je prends un seul exemple pour rebondir sur ce que vient de dire Eric. Nous sommes à la lettre B des neurosciences. Je ne suis pas scientifique, mais j'ai pas mal d'amis, Boris Cyrulnik, etc. On sait maintenant que le cerveau est fait plus pour le son que pour l'écrit. Et l'on voit d'ailleurs, pour la maman qui promène de la musique sur son ventre avec le fœtus, on voit à Paris RM des fœtus chanter. Et que l'on voit que 85% des musiciens professionnels ont eu l'oreille interne, etc. Bon. Mais on s'aperçoit, exactement pour répondre à Eric, qu'entre les 3 derniers mois de la grossesse et la première année du stade verbal, préverbal, puisqu'on sait que c'est dans les 5 premières années qu'on construit 85% de ton tempérament, un enfant qui est né dans un milieu affectif, passionné, sécurisant, parce que l'arrivée sur Terre, c'est la montagne de l'Everest. Le bébé, il est complètement... il a un défi invraisemblable. Bien, cet enfant qui a été entouré d'amour, d'affection, de confiance et de crédit, il possède 4000 mots à l'entrée maternelle. Un enfant qui a été insécurisé, alcool, drogue, violence, 400 mots. Dès le départ, etc. Et donc, moi, je n'ai cesse d'alerter les départements pour dire, est-ce que vous croyez que le combat politique pour les maternelles à 3 ans ne devrait pas essayer de nous amener à comment on met en place une politique de la parentalité pour accompagner chaque parent dès les premiers mois de la grossesse, à savoir comment on optimise le potentiel de chaque enfant, puisque s'il y a une différence et s'il n'y a pas de résilience, et Boris Cyrulnik nous dit que si nous ne rattrapons pas la violence chez un jeune bébé, ça peut se rattraper par des exercices. Le cerveau, il a cet avantage de nous protéger, de nous couper des mémoires. Mais si, adolescent, vous vous retrouvez dans la même situation d'agression, un regard de travers, etc., l'ado, il pète un plomb parce que le réflexe reptilien l'emporte sur le contrôle. Puisque l'éducation, en fin de compte, c'est la maîtrise de nos émotions. Je vois M. Dupond-Moretti, je m'arrête, je lui dis bonjour, etc. Si je n'ai pas d'éducation et que sa tête ne me plaît pas, je lui fous une tête. Non, mais je veux dire, l'éducation, c'est le respect de l'autre. Or, réfléchissons à cela, on exige au nom du respect, parce qu'on est dans la norme, qu'on nous respecte, mais est-ce qu'on s'interroge si vraiment on respecte l'autre dans sa différence? Xavier Emmanueli, qui était le patron du SAMU de Paris, me disait, le drame des gens qui sont dans la rue, c'est pas d'avoir aucun euro dans l'aumône, c'est que plus personne les regarde. Que notre système éducatif, et je ne le critique pas, c'est bon, mais je l'interroge. Notre système éducatif, c'est quand un gamin est en situation d'échec, on le sanctionne sur son échec, pas sur son tempérament. Et en France, tous, hein, t'as échoué à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as déposé le bilan, t'es nul, t'as pas de Rolex, t'es nul. Donc, au lieu de jouer sur la potentialité, or, dans certaines zones géographiques, mais je savais qu'il n'était pas nul. Hein?
Puis en plus, ça lui a été offert par un émir, donc faites gaffe. Non, non. mais je veux dire par là que réfléchissons bien à ce que disait Éric. C'est qu'on se laisse quelquefois entraîner sans s'en rendre compte sur l'émergence d'une différence pour nous protéger. Un seul exemple. La presse dit, et titre, une du Monde, les Juifs de France. Libération 2 jours après, les musulmans de France ont peur. J'ai interpellé les journalistes en disant « Mais pourquoi vous faites passer un problème politique derrière un problème religieux ? C'est les Français de confession juive. C'est les Français de confession musulmane. Et qu'est-ce qui fait vivre ensemble ? C'est la France. C'est la nation. Or, quand je vois un président de la République ne pas hésiter pour des calculs de pouvoir, de mettre la déchéance de nationalité en débat, qui est contraire à toute la philosophie de la France, le jour où nos leaders n'hésitent pas à piétiner ce qui est le plus sacré dans la République pour des calculs électoraux, c'est dramatique. Et je terminerai simplement sur la notion d'identité. Nous allons rentrer le XXIe siècle, le siècle de la mobilité, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, on a les immigrés du bonheur. Dès qu'on a un peu d'argent, on cherche à connaître le monde. Et on a les immigrés du malheur qui cherchent à fuir le monde pour venir chez nous. Mais comme par hasard, il y a beaucoup de gens qui sont très choqués par l'immigration, mais sont très contents de s'en servir. C'est le cas des Américains qui prennent tous les services de proximité par des immigrés, etc. Le vrai problème, c'est que notre identité, la laïcité, ce n'est pas la méconnaissance des religions, c'est la connaissance des religions. Et c'est me connaître soi-même. Socrate disait que gnosis eosoi, connais-toi toi-même. Comme on a perdu cette lecture de notre propre connaissance, et que souvent nos enfants ont un problème d'identité et de mésestime d'eux-mêmes par la sanction de l'échec. Je ne peux partager avec l'autre que si je suis campé dans mon identité. Car si je suis campé sur mon identité, je sais ce que je peux concéder à l'autre sans nuire à mon fondement, et je sais ce que je peux demander à l'autre. Or, en ayant fragilisé la construction de nos identités dans les parcours scolaires, c'est pas normal d'avoir des élèves qui sont obnubilés pour plaire aux profs. Aux États-Unis, on construit un élève pour qu'il rentre dans l'art du prof s'il a une conviction. Nous, on cherche à la complaisance devant l'autorité. On cherche à baiser les babouches du roi. Or, l'avenir appartiendra à ceux qui contestent. Car l'innovation, c'est la contestation et la remise en cause du système. Alors, ça allait être, pardon. Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui réfléchir à cette construction. Comment un enfant, on l'aide à construire sa propre identité ? Parce que tous nos ados, ils n'en ont rien à faire que leurs copains soient homosexuels, noirs, etc. Ils aiment ou ils n'aiment pas leurs copains. Et c'est là où ils ont raison. Alors non, mais continuez, ça me semble très intéressant. Sauf que je suis en train de me dire, j'ai la chance de vous... On s'est rencontrés plusieurs fois, l'un et l'autre. Depuis ce matin, on rencontre des gens qui ont une capacité à nous éclairer, à peut-être formuler différemment des choses que nous percevons, que peut-être pas toujours de manière très conscientisée. Mais je me dis, comment on fait pour y aller ? Comment on fait pour y aller ? Donc j'aurais tendance à dire, l'homme que vous êtes, Éric, vous nous invitez, nous, à quoi ? Vous nous invitez à la rébellion, à l'insoumission, à... Non, mais il y a à quelle possibilité de transformer des choses que nous ne cessons de constater ? Bon, il y a deux choses dans la question. D'abord, la première, si j'ai bien compris, c'est comment on fait pour y aller. Bon. Je pense que c'est plus naturel chez moi que chez Jean-Paul. Non, moi, je suis avocat, donc je suis consubstantiellement dans la contradiction. Je défends un type qui me dit, moi, je suis innocent, alors que la police de notre pays, qui fonctionne quand même pas mal, dit le contraire. 3 juges disent le contraire, 5 juges, 6 juges. Bon. Donc, il faut dire que tout ce qui semble acquis ne l'est peut-être pas. Au fond, c'est... la confiance n'exclut pas le contrôle. La police me dit que ça s'est bien passé. Mais est-ce que ça s'est vraiment bien passé ? C'est ça un avocat. C'est quelqu'un qui conteste par essence, par définition. Bon, un politique, non. Donc, moi, je suis très curieux de savoir comment il en est arrivé là. Et le deuxième volet... oui, et le deuxième volet de la question, c'est comment... mais comment quoi, au fond, comment on dit aux autres j'en sais rien. Écoutez, la présence, par exemple, de tant de gens ici, c'est que on se pose tous des tas de questions. On a tous le sentiment de voir que
notre démocratie, au fond, c'est Churchill qui dit que c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Elle est d'une certaine façon confisquée. On se dit tous, moi je venais de dire, mais je pense que c'est un constat que tout le monde peut faire. On ne nous parle que d'économie, que de remise en marche du pays, que de dette, que de PIB, que de machin, de tas de trucs. Et c'est vrai que ça ne fait pas rêver, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Paul. La formule est belle, oui. C'est vrai. Et donc votre présence ici, c'est d'abord, avant de résister, il faut réfléchir. Or, rien ne nous incite à la réflexion, il faut bien le dire, parce que les politiques sont dans une espèce de normalité qui interdit d'évoquer les sujets qui fâchent. En fait, c'est un peu ça, non? On essaie de passer au travers des gouttes. Culturellement, l'offre est de plus en plus pauvre. Moi, je suis très frappé, par exemple, par ce qu'on propose à notre jeunesse. Le loft, par exemple, ou Secret Story, ça me fascine, ce truc. Ou pire encore, l'amour est dans le pré. Je vais vous toucher un petit mot de l'amour est dans le pré. Vous allez voir à quel point c'est une régression, mais formidable. Voilà un paysan qui s'ennuie et qui fantasme. Il attire chez lui 2 jeunes femmes qu'il va présenter à sa belle famille. Ah mais j'ai vu les émissions. Hein. Et à la fin de la semaine, il va en choisir une et virer l'autre. Au fond, eh oui, il en choisit une des deux, comme on choisirait une vache à la foire agricole. Oui. Et il va dire, celle-là, elle est jolie, elle a de gros seins, elle est belle, elle est sympa, l'autre, voilà. Et il en garde une et il vire l'autre. Et cette espèce de choix comme ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une association féministe qui dise, mais enfin, qu'est-ce que c'est de ce truc? On est en pleine régression. Tout le monde trouve ça formidable. Le loft, ou ces trucs-là. On met 3-4 jeunes gens, parfois psychologiquement fragiles, sur le devant d'une scène. Et il faut voter. Et on élimine. Et le pic d'audience, c'est quand l'éliminé s'effondre. Mais devant des millions de gens. Et au fond, elle ou il s'espérait une star, et il n'est qu'un tas de larmes devant le regard de millions de ces jeunes contemporains. Et c'est ça qu'on nous offre. Et quand on aime la solidarité, quand on se souvient que dans notre pays, il y a une petite notion qui est la fraternité, on se dit, mais on est en pleine dérive. Ouais, on n'est plus sur je retiens mais j'élimine, je vire, je jette, quelque chose d'ultra individualiste. Et c'est quand même très très inquiétant. Là, on est en plein dans le vivre ensemble. Oui, tout à fait. Il y a tellement de déclinaisons de ce non-vivre ensemble maintenant, inhérentes aux différences, à la peur, la crise évidemment qui engendre ça, et puis aussi une façon de faire et de vivre qui fait qu'on est dans l'individualisme total et que les politiques se gardent bien d'éviter les sujets qui fâchent. D'abord parce que, une fois encore, on est sur quelque chose de très comment dit-on Moral. Oui, c'est ça, une espèce de truc. Oui, qui ne heurte pas. Oui. Ouais. De bien-pensant, voilà, exactement. Donc, chacun doit. C'est pas un appel à la révolution. Moi, je me méfie de la révolution. D'abord, la révolution, quand on a fait le tour, on arrive exactement au même point. Remarquez cela, c'est géométrique. Mais non, mais c'est le fait de ne pas tout accepter et de pouvoir exprimer les choses. Mais la difficulté, quand même, reconnaissons-le, c'est comment on fait pour exprimer ces choses? On fait quoi? On attend que vous organisiez l'année prochaine un truc? On fait quoi? Parce que les partis sont confiscatoires. Demain, il y a peut-être un génie là parmi vous qui veut se présenter à l'élection présidentielle. Il fait comment? Il fait quoi? Il aura quel aura, quel suivi médiatique? Zéro. Et ensuite, il y a le filtre des 500, etc., etc. Donc, au fond, la classe politique, c'est comme la magistrature, d'ailleurs. Il y a un corporatisme qui est absolument ahurissant. Macron, d'ailleurs, de ce point de vue-là, puis je termine, est intéressant. Mais il est dans la novation totale. Il vient de je ne sais où, et c'est sidérant, le parcours de ces types.
Alors moi, j'ai plusieurs réponses à ce que vient de vous dire Éric, ce qui est très intéressant. Un, d'abord, donner de plus en plus de place à l'expression artistique. Parce qu'aujourd'hui, les artistes nous interpellent. Je vois des cinéastes nous interpeller sur la prostitution des enfants au Maroc, sur la situation des filles en Turquie. Regardez I, Daniel Blake, le dernier film de Kate Lodge. Regardez aussi Chouf, ce film sur la jeunesse. Donc, je veux dire, soyons attentifs à ce que les expressions artistiques, nous réfléchissions dans des cercles citoyens, non pas à y aller comme consommateur d'un moment de loisir dont je veux profiter, mais peut-être de profiter de cette interpellation de l'artiste pour derrière susciter un débat. Ciné-club, trucs, etc. Qu'est-ce qui est au fond? Et notamment dans les écoles, moi j'aimerais bien qu'on réinstitue, je sais que beaucoup d'enseignants le font, des débats à partir de films ou à partir de pièces de théâtre, à partir d'écrits. Le deuxième élément, c'est que je suis en confort, mais je comprends ce que dit Éric par rapport à moi et à sa profession. Moi, quand j'étais médiateur de la République, j'ai rendu un rapport sur la France en usure psychique. J'ai fait 300-400 réunions et je voulais y aller pour voir un peu la contestation par rapport à mon constat. Les deux seuls endroits où j'étais extrêmement surpris, c'est quand j'étais le présenté au Parti Socialiste et quand j'étais le présenté à l'UMP, parce qu'au PS, on a regardé mon rapport que sous un seul aspect. Ah, ton rapport nous intéresse parce que ça va nous permettre d'emmerder Sarko. Et de l'autre côté, ton rapport nous emmerde parce qu'il nous conteste. Et je leur disais aux deux, mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour, est-ce que j'ai raison dans le diagnostic que je pose sur la société française pour que vous puissiez tenter d'apporter une réponse à cela. Le troisième élément, moi je cultive le doute. Il faut que vous retrouviez le sens du doute socratique. Le dernier élément, c'est ne négligez pas la capacité d'un homme ou d'une femme à changer le cours du monde. De Gaulle, Rosa Parks, etc., etc. Et donc ça veut dire qu'il faut retrouver le sens de l'engagement. Or, l'engagement, ça veut dire qu'il y a 20% des gens qui sont, quand on est dans la démocratie délibérative, il y a 20% des gens qui veulent participer au débat. Et je vous félicite d'être ici ce soir. Mais il y a 80% des gens qui sont satisfaits d'agir. Il y a une association qui s'appelle Coexister, dont je suis le parrain, qui est composée d'un jeune qui a eu cette idée absolument incroyable de faire le tour du monde pour aller voir avec un juif, un musulman, un athée, un catholique et un agnostique, les endroits où il y avait des dialogues de paix interculturels. Et ils en sont revenus avec une conviction, c'est pour coexister, il faut faire ensemble. Faire ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a 25 ans, j'avais créé la fête des voisins avec Athanas Périfan, parce que quand on picole ensemble, quand on discute ensemble, quand on échange ensemble entre voisins, on n'a pas le même rapport de voisinage que quand Et enfin, je termine sur un truc de croire à l'intelligence des gens. Un des papes du numérique dit quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent. Et le numérique permettra à chacun d'accéder à l'information et à chacun de participer au débat. Et je termine notamment pour les jeunes. Il y a une expérience que j'évoquais tout à l'heure qui est assez fascinante, qui a été faite en Inde par un milliardaire indien qui avait fait fortune dans l'informatique. Il décide de pouvoir offrir l'accès aux jeunes de New Delhi défavorisés. Il crée des trous dans un mur, il met un haut-vent pour que les adultes n'y vont pas, et il dit à ses collaborateurs, vous faites en sorte que les ordinateurs marchent, mais vous n'intervenez jamais dans l'attitude des jeunes. 6 mois après, il revient, et les jeunes lui disent, bah, attends, ton truc c'est formidable, mais alors il a fallu qu'on apprenne l'anglais. Et étonné, il regarde, et effectivement, il découvre qu'il parle l'anglais. Pour être certain qu'il y a quelque chose qui se passe, il décide d'aller dans la province la plus reculée d'Inde. Il y met les mêmes choses, même expérience, mais là, il y met des données de caractère médical. Il revient 6 mois après, et là, il entend les gamins qui disent « Mais attends, c'est compliqué ton truc, on n'a rien compris. » Et il y a une petite de 12 ans, l'histoire vraie, hein, je vous raconte, qui dit « Écoute, on n'a rien compris, mais il y a un bazar en hélice là, qui s'appelle ADN. Il y a simplement, on a compris un truc, c'est que si on a un problème là-dedans, qu'est-ce que c'est grave ?» Et lui, il est interpellé, il demande à ses collaborateurs d'aller vérifier le niveau des connaissances. Extrêmement élevé par rapport à la moyenne des enfants. Ça veut dire que quand on éveille une intelligence, et dans les neurosciences, on va voir aujourd'hui la plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à n'importe quel âge, même à 70 ans, on peut continuer à éveiller notre intelligence et notre... Tout simplement dans le dialogue, dans la différence, dans l'engagement, et dans la participation, parce que ça donne du sens. Et moi, je crois que la vitalité sociale de proximité
fait qu'on va passer d'une société du bien, obsédée par l'acquisition, à la société du lien. On va passer de la société de la performance à l'épanouissement. On aura moins de fric. Mais est-ce que tout compte fait, on ne peut pas être plus heureux avec moins de fric? C'est ça le sujet, et c'est ça le projet de société. On en parle avec c'est le vivre public. avec les autres. On en parle avec vous? Allez, on a des micros. Voilà. Merci de vous présenter. Question courte ou intervention courte pour que je puisse en prendre un maximum. Monsieur. Bonjour à mes amis ch'tis. Maxence Brachet, né à Lyon et ayant vécu 24 ans à Lille. Je voudrais poser une question à tous les deux. C'est est-ce que vous pensez que les systèmes institutionnels dans lesquels nous vivons encore sont encore adaptés à vos volontés de décloisonnement? Villani nous a parlé tout à l'heure de décloisonnement. Je ne vois pas comment on décloisonne dans un système vertical. Merci. Allez-y. Qui commence? On va parler pas toi parce que chez TMI, un est du Nord, vous n'allez rien comprendre parce qu'on est assis sur une caillelle et nous voudrons parler avec Ch'ti. Bon, vous voyez que c'est comme ça pour la différence. Non, tu as 1000 fois raison, Maxence. Moi je crois qu'aujourd'hui, on est dans un système de contrôle. Il faut qu'on passe à un système de régulation. Il n'y a pas un prof qui se réjouit de l'échec scolaire. Si on permettait à des profs de prendre des initiatives, or on demande aux profs de respecter les programmes plus que les élèves. C'est pas ça. On demande aux fonctionnaires de respecter les process. On demande, je sais pas, certainement dans le projet judiciaire, c'est plus, moi ce que je regarde de l'extérieur, c'est plus le respect des procédures qui quelquefois semble l'emporter sur la dimension humaine. Je suis peut-être un peu provocateur, mais je crois que si on ne donne pas un peu de liberté, de responsabilité, je pense qu'effectivement on aura de grandes difficultés. Et comme dit Eric, le système politique, tout le système est organisé pour protéger son confort. C'est-à-dire que... Et on est tous hypocrites dans cette affaire. Est-ce qu'on est prêt à voter pour un politique qui dit la vérité? Est-ce qu'on n'est pas tenté de voter pour un politique qui protège notre niche fiscale? On est tous pour la réorganisation des hôpitaux par rapport aux objets connectés à condition de ne pas toucher à mon service. Donc en même temps, on demande aux politiques des vertus qu'on ne veut pas s'assumer à soi-même. Donc il va falloir à un moment donné qu'on fasse aussi notre examen de conscience. Eric, puis on va essayer de prendre une question là-haut. Je crois que ce qui compte là en politique, c'est la communication. Et on voit d'ailleurs à quel point les peuples s'en détachent, parce que les millions qui ont été consacrés pour les sondages aux États-Unis, les sondages chez nous, la remontée là, de dernière minute de François Fillon, mais qui reste dans... ils restent tous les trois dans un mouchoir de poche, nous dit-on, c'est du 29, 30, etc. C'est 44-20. Hein. Et on n'est qu'en matière de com. Moi, je me souviens, c'est une petite anecdote, des avocats parisiens organisent la nuit de l'éloquence, qui est un truc très sympa où on s'amuse beaucoup, on fait les cons. Bon. Et on invite le président de l'Assemblée nationale. Et en réalité, moi, je requiers contre lui. J'ai une robe d'avocat général. Bon, on s'amuse comme ça. Mais c'est un truc, c'est de l'autodérision. Quiconque se prend au sérieux est condamné à mourir d'ennui. Alors, il va accepter de venir, mais il faut voir les tractations avec ses communicants. C'est dingue, quoi. Il va finir par venir, hein. Tant mieux, c'est très bien. Mais il faut voir en termes d'image, ça peut être négatif, ça peut être ci, ça peut être ça, etc. Et on ne vit que comme... Oui, bien sûr. En même temps, ils vont dans des émissions qui, quelquefois... Oui, et en même temps, ils vont chez la présentatrice de L'amour est dans le pré. Ah oui, tiens, c'est vrai. Oui, absolument. Donc, oui, tout ça est à revoir, évidemment. Alors, monsieur, essayez de vous exprimer assez fort, parce qu'en plus, comme on enregistre, je vais devoir répéter votre question. Éducateur en prévention spécialisée à Lyon.
Alors ça fait beaucoup, hein. Vous évoquez, pardon monsieur, oui, parce que je vais avoir un peu de mal, hein. J'entends dans ce que vous dites, monsieur, que Jean-Paul Delevoye a évoqué la notion de droit et de devoir, et vous êtes en train de vous interroger, je résume, pardonnez-moi, sur cette question de dire finalement si on a le droit à l'éveil de l'intelligence, on est peut-être aussi en capacité d'exercer ses devoirs. La question des devoirs ne se pose pas tout à fait de la même manière. Oui. Voilà, monsieur dit, vous avez beaucoup évoqué les questions de la violence, et puis par contre, vous n'avez pas forcément évoqué les questions de la pauvreté. Ça, je le dis pour que ce soit merci de poser cette question, parce qu'avec Eric, on est totalement résonnant. Je vais vous donner 2-3 réponses brèves pour entendre ensuite Eric. J'ai un jour invité Esther Duflo, qui était la conseillère d'Obama, et qui avait fait un rapport magnifique sur repenser la pauvreté. Et elle avait eu une phrase qui m'avait interpellé en disant « N'oubliez jamais qu'on défend les valeurs de la République quand on a le ventre plein ». Et donc, non, mais ça veut dire, soyons attentifs, quand on a un discours moralisateur, en disant « C'est pas bien ce que tu as fait » à une femme qui a l'angoisse de l'huissier, qui ne sait pas si elle peut payer le médecin de son enfant, si elle peut pas payer... Attendez, bon, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse aussi à ça. Et la question que j'évoquais, mais je vous renvoie à une déclaration de Simone Veil, la philosophe là, auprès du général de Gaulle, qui à l'époque, au moment où ils étaient en train d'élaborer toute la Constitution et le Conseil national de la Résistance, elle avait cette formule qui était extraordinaire en disant « Évidemment, il faut que dans une société de solidarité, on fasse émerger des droits. » Mais tant Larocque, quand il a créé la sécurité sociale, a dit « Nous souhaitons mettre en place un système de solidarité dont l'objectif est de faire en sorte que celui qui en bénéficie ne soit pas soumis et ne soit pas blessé dans sa dignité de personnes humaines. » Déjà la limite de l'assistanat. Et Simone Veil évoquait le fait de dire « Mais que vaut un droit quand personne ne le défend ?» Rien. Par contre, si un droit est adossé à une obligation morale, chacun, même si le droit disparaît, continuera à respecter l'obligation. Et c'est là où je voulais dire que dans la Déclaration des droits des citoyens de la Révolution, il y a eu assuré en 92 le droit de devoir des citoyens. Et je crois que nous devrions réfléchir, notamment dès le plus jeune âge. Moi, je crois beaucoup à la jeunesse, puisque c'est la jeunesse de demain va vivre dans un monde absolument incroyable avec les nouvelles technologies, les objets connectés, et c'est peut-être eux qui vont apporter une pureté dans les relations humaines que nous n'avons pas eues, parce que les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. C'est de faire en sorte que, effectivement, quand on dit « il faut défendre les droits des enfants », mais ça veut dire tout simplement, c'est l'obligation pour un monde adulte de protéger l'enfant. Quand on regarde aujourd'hui ce que disait Eric, c'est un sujet sur lequel il va falloir réfléchir. Nous avons laissé reculer la liberté d'expression dans ce pays. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes à dire, bien pensantes, et des choses qui sont moralement inacceptables. C'est-à-dire que le débat politique aujourd'hui, avant même d'être amorcé, la classe politique s'arroge le droit de dire c'est bien ou c'est pas bien de parler de ce sujet. Ben, résultat, à force de ne pas parler des sujets qui fâchent, les citoyens ont l'impression de... Et je termine simplement sur un sujet de solution. Droit et devoir, on évoquait ça. On a perdu le sens de l'impôt, j'évoquais ça à table. C'est-à-dire que l'impôt, c'est pour financer une politique publique à laquelle je crois et dont je vais un jour bénéficier. Mais aujourd'hui, comme on a perdu le sens de l'impôt, on pique des impôts, c'est-à-dire que je ne pourrais pas partir en vacances ou me payer ma bagnole. Mais on a perdu aussi le sens du prix de la solidarité dont je bénéficie. Je sors de l'hosto avec un infarctus dont je suis guéri, milliardaire ou clochard, je serai soigné. Aux États-Unis, si tu as ta carte bleue, on te soigne. Si tu n'as pas ta carte bleue, on ne te soigne pas. Donc, comme on a perdu le sens de la solidarité collective qu'a la France et qu'elle devrait porter à l'échelon de la planète qui est en train de s'engager dans le chacun pour soi, eh bien, je vous fiche mon billet que si on ne retrouve pas ça, les jeunes, dans très peu de temps, diront « Mais pourquoi je continuerai à payer une retraite dont je ne vais pas bénéficier ?» Les bien portants diront « Mais pourquoi je continuerai à payer cher une assurance alors que je suis bien portant pour des malades ?» Les gens qui travaillent pour ceux qui ne travaillent pas. Et donc, on sera en train de détruire dans un conflit d'intérêts, un collectif qui assure notre stabilité et notre raison de vivre ensemble. Et donc ça, c'est un vrai combat politique que chacun et chacune d'entre nous devons absolument engager. Eric ? J'ai rien à dire de plus. Évidemment que la pauvreté est un facteur, vous le savez comme je le sais, les enfants qui ont été
entouré d'amour, de culture, de musique, de mots et de confort social, vous ne les retrouvez jamais dans le box d'une cour d'assises. Les mômes que vous aidez et ceux que je défends, ils sont comme nous, le fruit de leur histoire. Et si elle est faite de pauvreté, de misère, d'alcoolisme, de coups, d'injures et de rien, eh ben voilà. Et moi, je suis de ceux qui trouvent scandaleux que l'on ait osé le débat sur l'ordonnance de 45, au motif que la délinquance des mineurs est une réalité qu'on ne peut pas nier, qui est décuplée sans aucun doute, c'est vrai. On a osé estomper les différences entre la façon de juger un mineur et la façon de juger un majeur, et c'est pour moi une hérésie. Une hérésie. Parce qu'on ne juge pas un enfant comme on juge un majeur. Voilà. On a osé ce débat-là aussi, au nom encore une fois, du victimaire. Parce qu'il y a des petits cons en banlieue qu'il fallait carchériser. On a dit l'ordonnance de 45, qui remonte à la Libération, c'est le général de Gaulle qui en est le concepteur, eh ben, n'est plus de mise aujourd'hui et on ne peut plus, etc. Alors, je trouve aussi que ça, c'est quelque chose d'hérétique. Et ça, c'est quelque chose de l'instantanéité dans la réflexion. Je voudrais vous dire une toute petite chose là-dessus. En réalité, on se sert des émotions générées par le crime pour modifier la loi et pour toujours l'aggraver dans le quantum des peines, etc. Et quand on fait une vraie réflexion collective, en prenant le temps, ça donne le travail d'enquête parlementaire sur Outreau, avec 2 présidents, Valigny qui est à gauche, Houillon qui est à droite, et un vrai consensus. Et le code de procédure pénale, il n'est ni bleu ni rose. C'est la façon dont on inscrit l'efficacité du travail de la police avec notre liberté individuelle. Ça devrait faire l'objet d'un consensus, pas de querelles politiciennes. Eh bien, on a réussi ce tour de force, ce travail extraordinaire qui n'a jamais été mis en œuvre pour des raisons politiciennes, parce que le travail existe et on est toujours en train, encore aujourd'hui, là, ça va faire, vous allez voir comment on va en parler pour la campagne présidentielle, plus de répression, plus de machin, plus de trucs, voilà. Alors qu'on pourrait avoir une réflexion avec beaucoup de recul sur ce qu'est la procédure pénale dans la France du XXIe siècle et donner à ce pays qui en est à l'origine ses lettres de noblesse à nouveau en termes de droits de l'homme. On est l'un des pays les plus condamnés à Strasbourg et par Strasbourg. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, a envisagé, mais d'autres l'ont envisagé aussi, que nous sortions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais on marche sur la tête. On devrait être les précurseurs, Fillon aussi d'ailleurs. On devrait être les précurseurs. Quand vous pensez par exemple que pour avoir l'avocat en garde à vue, il y avait 900 000 gardes à vue de citoyens, il y en a maintenant moins de 600 000, hein, parce que l'avocat est là, et les flics, dans leur expression syndicale, disaient « mais c'est la fin de la police judiciaire », alors que tout le monde avait condamné la France et ses pratiques, que ça marche aujourd'hui plutôt pas mal et que c'est plutôt une sécurité que d'avoir un avocat à ses côtés, eh ben, il a fallu que Strasbourg condamne pour que la France accepte, alors que la France devrait être le précurseur. Et moi, j'attends un candidat à la présidentielle qui vienne nous dire « mais on va être à la pointe des droits de l'homme ». À la pointe. Bon, là j'ai dérapé, hein, c'était plus du tout la question. Alors, je prends deux interventions, et puis pardon, après, il va falloir qu'on laisse la place à une autre table ronde. Madame, et puis monsieur en haut. Bonsoir, Agathe Zebrowski, directrice de l'association Chantier Passerelle, qui a notamment pour, donc je vais rebondir sur la justice, mais pour objectif de permettre à chaque citoyen de s'intéresser à la justice et à la réponse pénale. Et notamment, il y a une des activités qui est de promouvoir le travail d'intérêt général, qui est souvent une sanction assez intéressante, mais qui a d'autres activités par ailleurs. Et la question que je me pose du coup, et que je vous pose, c'est justement dans ce procès qui est très caricatural, où il y a des rôles, et vraiment c'est une scène de théâtre, comment est-ce qu'on arrive à remettre de la... sans retomber dans les extrêmes victimaires, bourreaux, et ce qu'on appelle le triangle du drame, avec le bourreau, la victime et le sauveur. Comment est-ce qu'on arrive à changer ce procès, et quelles solutions vous auriez, quelles pistes d'avancée vous auriez pour qu'on aille dans le bon sens, notamment sur la justice? Alors, monsieur, votre question, et puis après on en restera là. Oui, bonjour. Donc Arnaud Barren, étudiant à Médine.
Donc ma question s'adresse plutôt à vous. Votre main, monsieur, qu'on voit. Voilà, un petit peu. Voilà. Oui, excuse-moi. À Made in. Donc ma question s'adresse plutôt à vous. Ça vous en dit plus. Non, c'est extrêmement. Monsieur Deleveau. Donc il y a un adage assez célèbre qui dit que la haine vient de la peur et de la haine vient la violence. Et donc peur amène la haine, amène la violence. Et donc l'idée pour arrêter ce processus, c'est de lutter contre les peurs, de lutter à la racine du mal. Est-ce qu'avec un exemple concret, vous aviez dit que vous étiez en lien avec Coexister, vous sauriez nous dire en quoi Coexister va à la racine de ce processus pour lutter contre les peurs? Alors une question peut-être plus particulièrement pour Eric sur la justice, sur l'action de cette dame, Chantier Passerelle, hein, c'est ça? Et puis autre question pour Jean-Paul et après, conclu. Écoutez, un bon procès, je vais vous dire ce que c'est un bon président, un bon procureur, un bon avocat de la partie civile, un bon avocat de la défense. Et quand on a cet équilibre-là, on a quelque chose qui ressemble à... Voilà. Je disais tout à l'heure à table, on papotait un peu, vous avez suivi cette histoire, le procès de la Faute-sur-Mer, là? Vous savez, cette catastrophe naturelle qui a endeuillé une commune de Vendée. Eh bien, les juges ont fait venir une cellule psychologique d'urgence, des psychologues, pour juger cette affaire. Des psychologues qui leur étaient destinés à eux, les juges. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais il faut maîtriser ses émotions. Voilà, c'est ce qu'on a appelé dans l'affaire d'Outreau la dictature de l'émotion, c'est-à-dire l'émotion qui balaye tout et qui... Bon, le grand juge, c'est celui qui a du recul, de l'analyse. C'est difficile d'être un grand juge, c'est pour ça qu'il y en a si peu. C'est quelqu'un qui, en réalité, ne se laisse pas aller à ses préjugés. Imaginez comment ça doit être difficile de juger quelqu'un qui représente tout ce que vous détestez. C'est compliqué, bon. Et un grand juge, il y parvient. Et il y a comme ça des pépites dans le monde judiciaire où vous voyez des fois des gens aux manettes, si j'ose dire, et vous dites ça, c'est un très grand juge. Et celui-là, quand vous le voyez faire, il vous réconcilie avec toute l'institution. Parce qu'il est impartial, à équidistance entre toutes les parties. Il va entendre celle qui est une plaignante avant d'être une victime. Parce que le chemin qui sépare la plaignante de la victime, c'est le même que celui qui sépare l'accusé du condamné, et qui sait faire les choses avec beaucoup d'humanité, beaucoup de recul, voilà. Et puis, il y a aussi le contraire, là. Il y a des gens pour qui, dans la magistrature, il suffit d'accuser pour avoir raison, et la parole de la plaignante ou du plaignant devient tout de suite sacralisée et devient une vérité, ce qui a pour... effet principal d'inverser la charge de la preuve et de contraindre celui qui est accusé à rapporter la preuve qu'il est innocent, mais vous ne rapportez pas la preuve de votre innocence, c'est impossible à faire. Bon. Et puis ensuite, il y a plein de choses qu'il faudrait modifier. Par exemple, dans notre système, les juges passent à la fois du siège au parquet, de branche en branche. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui devrait être interdit. Il devrait y avoir le siège, les juges qui jugent, ceux qui accusent, et puis la défense, avec une séparation très nette. Or, il s'avère que le siège et le parquet font école ensemble à Bordeaux. Enfin, tout ça, c'est des vraies questions, quoi, dont on pourrait entendre parler aussi. Mais vous allez voir que toute la campagne présidentielle, il n'y aura pas un mot sur la justice dans notre pays. Alors, Hollande, il lâche devant Davé et l'homme que les juges sont des lâches. On peut en discuter sérieusement de la façon dont est conçue cette institution. Sarko, il dit c'est des petits pois. Et d'ailleurs, les autres ne se barrent pas quand il dit ça. C'est à l'audience solennelle de la Cour de cassation, ce qui prouve que peut-être Hollande n'a pas tout à fait tort, mais bon. Et on s'interdit une vraie réflexion sur le fonctionnement judiciaire dans notre pays. On est les seuls à avoir une école nationale de la magistrature, c'est-à-dire qu'il y a des gamins à 25 ans qui sont encastés dans un système dont ils ne sortiront jamais, et qui, pour l'anecdote, je vous dis ça, je vais déraper une deuxième fois, mais j'en ai la conscience pleine et intuitive, voulaient à 60 d'entre eux appeler leur promotion du nom de Francis Burgot. Vous voyez le truc? Voilà.
Ça mérite aussi que l'on discute de tout ça, que l'on voit comment ça fonctionne. Les citoyens, ils ont le droit aussi de s'intéresser au fonctionnement de la justice. Or, quand vous posez la question aux politiques, ils disent « Je fais confiance dans la justice de mon pays », sauf quand ils sont mis en examen. Bon, alors, voilà. Normalement, dans l'application ordinaire de nos règles, il faut que le juge soit à équidistance entre le plaignant, la victime et l'accusé, et qu'on ne soit pas dans le victimaire à tout craint. Mais ça n'est pas toujours le cas, malheureusement. Élément de réponse rapide, parce qu'on passe à la table ronde suivante. C'est pour les le monsieur. deux mêmes, d'ailleurs, question. C'est la peur engendre la vie à haine, et le travail d'intérêt général, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas que des détenus aient la faculté de pouvoir travailler pour réparer leur peine. En réalité, la peur de l'autre. Saint-Augustin disait « L'espérance m'a donné deux grandes... La révolte devant quelque chose qui me paraît injuste et la force pour la corriger. » Je crois qu'en réalité, la peur de l'autre, il faut aujourd'hui qu'en tant que citoyen, nous soyons attentifs. Là où Éric Dupond-Moretti a raison, toute la campagne, mais pas uniquement qu'en France, dans le monde entier, est en train de se baser sur la peur de l'autre. Et avec des réponses qui, au lieu d'être des réponses éducatives, qu'est-ce que je dois faire en sorte pour que l'autre respecte l'autre? C'est des réponses punitives. Donc au lieu de s'interroger, de savoir pourquoi, après un parcours républicain, un gamin, il n'a qu'une envie, c'est de ne pas respecter l'ordre, ben, tout simplement, au lieu d'analyser notre faiblesse dans notre parcours éducatif, on cherche à le punir, et à punir de façon assez sévère. Et bien dans ce cas-là, moi je n'ai pas de réponse, mais il faut des... moi, je me souviens d'une expérience en tant que maire de Bapaume. J'avais souhaité l'installation d'une prison avec M. Chalandon à l'époque, avec une seule condition, l'insertion des détenus. J'ai eu une campagne électorale absolument incroyable, puisqu'il y avait une association entre la gauche et le Front National qui me disait « Le maire, il veut faire travailler les détenus au lieu des chômeurs. » Non, mais Et quand j'ai essayé d'expliquer, ensuite on avait fait des visites, on avait fait plusieurs dizaines de milliers de visites, mais quand on avait pris le temps d'expliquer aux gens que la privation de liberté, ce n'était pas du tout un confort 3 étoiles de gens qui étaient mieux traités, etc. C'était en fin de compte une préparation à la réinsertion. Il y a donc une pédagogie aujourd'hui. Et je crois qu'il faut que nous réfléchissions au fait que nous avons accepté nous-mêmes d'être cloisonnés dans nos petits conforts personnels et que quand quelque chose nous dérange, on cherche à l'enfermer derrière un mur parce qu'on pense qu'en ayant oublié le problème, parce qu'on ne le voit plus, il n'existe plus. Or, la dimension humaine, c'est de réfléchir comment non pas passer de la peur de l'autre à l'intérêt de l'autre. Et l'intérêt de l'autre, c'est aussi le respect vis-à-vis de soi-même. Boris Cyrulnik nous interpelle sur le fait que nous sommes des animaux grégaires. On ne peut vivre qu'avec l'autre. Et on ne se découvre que dans le regard de l'autre. Or, à vouloir rejeter le regard de l'autre, on finit par se perdre soi-même. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devrions tous les uns et les autres réfléchir au fait de « est-ce que je regarde l'autre ? Est-ce que je regarde le migrant ?» Comme par hasard, il y a eu un bazar sur l'accueil des migrants, mais personne ne parle qu'aujourd'hui, dans les villages où ils ont été accueillis, la population dit « Tiens, tout compte fait, ça se passe plutôt pas mal. » Moi, à Bapaume, dans la prison de Bapaume, j'avais Lucien Léger, qui était le type le plus vieux détenu. Puis un jour, il obtient sa libération. Que font les médias ? Il y avait un brave boulanger qui avait accepté de le prendre dans la région de Valenciennes. Les médias sont allés voir le village en disant « Dites donc, Lucien Léger, il sort, qu'est-ce que vous en pensez ?» Évidemment, les gens disaient oh, « Il va violer ma fille, il va truc, etc. » Pendant 5 ans, le brave boulanger, aucun souci avec Lucien Léger. Il est mort de sa belle mort avec la considération et le respect de tous ses voisins. Où est-ce que vous avez vu qu'il y avait eu une formidable réussite d'avoir remis quelqu'un en selle? Pas du tout. Et je termine sur le fait qu'aujourd'hui, en France, on aime bien les prophètes du malheur. Quelqu'un qui vient vous voir en disant « Écoutez les gars, quelle chance on a, ça va vachement bien en France. » On dirait « Tiens, et bisounours. » Mais si j'arrive devant vous en disant « L'avenir est noir, la situation est catastrophique », là, je vous intéresse. Donc c'est quand même assez fascinant de voir que nous-mêmes, nous sommes en train de cultiver ce rejet de l'autre, cette peur de l'autre, et peut-être d'alimenter des violences qui vont se retourner contre nous-mêmes. Donc si on pense effectivement qu'aujourd'hui le respect de la nature l'emporte sur la dégradation de la nature, et le respect de l'humain, c'est ce qui va assurer notre stabilité, peut-être pouvons-nous avoir d'autres formes d'engagement. Merci Jean-Paul, merci Éric, merci à vous.